Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va s'intéresser aux valeurs propres de la composition de deux moments cinétiques. Alors, premièrement, voyons voir quel est l'intérêt de composer deux moments cinétiques. Alors, on va étudier ça sur un exemple d'un électron qui est soumis à un potentiel central. Alors, pour rappel, un potentiel central est simplement un potentiel V qui ne dépend que de la variable R. D'accord ? Alors, nous avons vu dans le chapitre introductif du moment cinétique que l'hamiltonien H0, qui est la somme de l'énergie cinétique plus le potentiel central, il commute avec le moment cinétique. D'accord? Pour la simple raison que l'énergie cinétique est invariante par rotation, elle commute avec elle, et V de R commute avec elle, qui lui ne dépend que des parties angulaires. De la même manière, puisque le spin n'est pas une propriété d'espace, il ne faut pas s'attendre à une fonction d'onde du type spin, eh bien, il va venir commuter avec H0. D'accord? H0, évidemment, lui, ne dépend que des variables d'espace. En réalité, un électron qui a un moment cinétique orbital et de spin va voir son hamiltonien changer à cause des interactions entre le spin et le moment L. Ça s'appelle un couplage et ce couplage peut être à l'origine de certaines observations qu'on appelle structure fine ou structure hyperfine des atomes. Donc par exemple, je vais prendre un couplage du type spin-orbite que l'on écrit sous la forme epsilon S scalaire L. Je vais venir décomposer ce produit scalaire en introduisant les composantes x, y et z du spin et du moment orbital. Et ensuite, je vais dire que l'hamiltonien finalement de l'électron, eh ben, c'était son hamiltonien sans couplage plus le terme de couplage. Il s'avère que l'hamiltonien H ne commute plus ni avec le moment cinétique orbital, ni avec le moment cinétique de spin. Ça veut dire que ces quantités ne sont plus des constantes de mouvement. Et donc, je ne pourrai plus chercher une base de vecteurs propres communs à H et à S et L. De ce fait, je vais montrer donc que le commutateur H avec une composante de L et de S n'est plus égale à 0. Alors, on va commencer par le commutateur H et Sx, par exemple. Le commutateur H0 avec Sx étant égal 0, il vous reste simplement le commutateur H1 avec Sx. Dans H1, vous supprimez tout ce qui est composante X parce que elle commute avec Sx. Il ne vous reste que la composante Sy, Ly plus Sz, Lz avec Sx. Je vais ensuite décomposer ce commutateur-là, d'accord, en deux termes différents que je vais pouvoir calculer en se rappelant que toutes les quantités de spin commutent avec toutes les quantités orbitales. D'accord? Parce que tout simplement, L dépend de θ et de phi, et S, lui, il a des coordonnées de spin qui n'ont rien à voir avec des coordonnées d'espace. Donc toujours, tout ce qui est spin commute avec toutes les coordonnées d'espace. Mais également, on va se rappeler que le commutateur SI-SJ égale IH bar plus ou moins, selon que le produit ici se fait dans le sens direct ou indirect du trièdre, fois SK. Eh bien, on va tout simplement trouver que ce commutateur-là, vous voyez que ici, Ly commute avec tout ce qui est spin, finalement, donc je la sors. Il vous reste tout simplement le commutateur Sy avec Sx, qui est moins IH bar Sz. Le moins disparaît avec le moins et vous gardez cette quantité-là. De la même manière, ici, vous sortez Lz et vous calculez Sz commutateur avec Sx, ça fait moins IH bar Sy que je remplace. Alors, je fais exactement la même chose en ce qui concerne le commutateur de H avec Lx, par exemple. Et vous voyez donc que H ne commute plus avec Lx, donc elle ne commutera plus avec Ly ni avec Lz. Et de la même manière, H ne commute plus avec toutes les composantes du spin. Maintenant, si je pose une nouvelle composante d'un nouveau moment cinétique Jx,
qui est égal à Lx plus Sy. Vous voyez que si je viens faire la somme de ces deux commutateurs-là, cette quantité-là, eh ben, elle va se simplifier avec celle-ci. Cette quantité-là, elle va se simplifier avec celle-là, de sorte que le commutateur HJX sera égal à 0. Donc, il en est de même pour le commutateur de H avec toutes les composantes de J. Ça veut dire que J est une constante de mouvement. Donc, le premier intérêt de composer deux moments cinétiques, par exemple ici L et S, eh bien, c'est tout simplement le résultat, lui, est une constante de mouvement. Alors que nous avons vu que les deux prises séparément ne constituaient plus des constantes de mouvement quand on tient évidemment compte du couplage. Alors, on va regarder de près la théorie de la composition, mais sans pour autant rentrer dans le formalisme, le développement mathématique détaillé, puisque ce n'est pas l'objet de notre capsule. Alors, je vais définir donc un moment cinétique J, qui est la composante de deux moments cinétiques J1 et J2. Notez que J1 et J2 peuvent être soit des moments cinétiques orbitaux, mais également de spin. Donc, on peut les composer comme on veut. Le premier J1 est défini sur un espace de Hilbert H1, le deuxième sur un deuxième espace H2, et donc J sera défini sur le produit tensoriel des deux espaces H1 et H2. Alors, donc, tout ce qui va suivre est pour simplement pour nous simplifier la tâche, on va omettre les opérateurs prolongement. On va les confondre en fait avec les opérateurs eux-mêmes. D'accord? C'est-à-dire le petit chapeau qu'on avait introduit dans la capsule du produit tensoriel, eh bien, on va le confondre avec l'opérateur lui-même. Et je vais venir définir donc J carré, qui est la somme, le modulo carré de la somme. Je vais venir définir également la composante, Jx, Jy, Jz évidemment, mais comme précédemment, je ne vais regarder que la composante, c'est un choix évidemment que je vais dire suivant z. Comme précédemment, je vais dire que le commutateur J carré avec Jz égale à 0. Et on va définir, par analogie avec tout ce qui a précédé, la base propre commune à J carré et à Gz. Et on va se baser sur ceci dans ce qui a été introduit dans le produit tensoriel, à savoir la base de Schmidt. Et donc, je vais dire que la base Jm, qui est base propre commune à J carré et à Jz, c'est tout simplement le produit tensoriel de la base J1M1, qui est la base commune à J1 carré et à J1Z, et la base J2M2, qui est une base propre commune à J2 carré et à J2Z. De la même manière, je vais dire que la valeur propre azimutale M est comprise entre moins J et J, et donc, elle constitue un espace, disons, de dimension 2, J plus 1, qui n'est autre que le produit de 2J1 plus 1, qui est là-bas la dimension de H1, et 2J2 plus 1, qui est la dimension de H2. De ce fait, je vais également adopter les équations aux valeurs propres qui sont, vous voyez, similaires à celles pour le moment cinétique orbital, mais également de spin. Et donc, vous retrouvez la valeur propre associée à J carré, c'est J plus 1 H bar carré, et la valeur propre associée à Jz, c'est M H bar. Si je veux définir donc les deux valeurs propres, M et J, eh bien on va commencer par la valeur propre associée à Jz. Donc Jz étant la somme des deux composantes J1Z et J2Z. Je vais venir projeter cet opérateur-là sur un quête de la base tensorielle, donc Jm, que je décompose ici comme un produit tensoriel de J1M1 et de J2M2, et je viens faire agir Jz sur un élément de la base. Donc je remplace Jz par la somme J1Z plus J2Z, je remplace en même temps le quête Jm par le produit tensoriel associé,
Et je me rappelle que dans le produit tensoriel, J1Z vous dit qu'il ne peut agir que sur la base propre associée pour vous donner la valeur propre M1H bar. De la même manière, J2Z ne peut agir que sur la base associée J2M2 pour vous donner la valeur propre M2H bar. Et donc du même côté, relativement aux équations valeurs propres que j'ai introduites dans le transparent juste précédent, donc la valeur propre de JZ, c'est tout simplement MH bar. Ceci permet d'écrire que M, ici, là, égale à la somme M1 plus M2. Donc la valeur propre de JZ égale à la somme des deux valeurs propres de J1 et de J2. Sachant que M1 est encadrée par J1, donc elle varie de moins J1 à J2, de la même manière que M2 varie de moins J2 à J2, je viens vérifier que la somme grand M varie de J1 plus J2 et de moins J1 plus J2. Donc je vais écrire que la valeur ici grand J, c'est J1 plus J2 et donc M pour chaque valeur de J et sera compris entre moins J et plus J. Donc, ce que je vais faire, je ne vais regarder que les valeurs positives de M, d'accord? De toute façon, par symétrie, vous obtiendrez les valeurs négatives. Vous avez autant de valeurs positives que de valeurs négatives pour M. Donc, partant de la valeur maximale de M, vous voyez ici qui vaut J1 plus J2, eh bien, elle me dit que je ne peux trouver de valeur grand J qui soit supérieure à J1 plus J2. D'accord? Puisque la plus grande valeur de toute façon de M, elle correspond à la valeur de J. Ceci dit, je ne peux pas avoir de valeur propre J qui soit supérieure à J1 plus J2. Et même pour la valeur maximale, vous voyez, J1 plus J2, ici, là, il y a une valeur J, c'est normal, puisque de toute façon, puisque M existe, il est automatiquement associé à une valeur de J qui est tout simplement donnée par la valeur maximale de M. Maintenant, il existe ici, vous le voyez bien, une valeur qui vaut J1 plus J2 moins 1. Et de la même manière, eh bien, elle correspond automatiquement, ici, si vous dites que M est encadré à chaque fois par J et moins J, à cette valeur de M qui est J1 plus J2 moins 1, correspond une valeur de J qui est J1 plus J2 moins 1. Et ainsi de suite. Je vais continuer de la même manière jusque, non pas pour les valeurs négatives, on a dit qu'elles correspondent à l'opposé de ce que je viens de dire, mais à la valeur minimale ici. Vous voyez, si je continue J plus 1 plus J2 moins 1, J1 plus J2 moins 2, et ainsi de suite, je vais arriver à la valeur de M qui est égale à J1 moins J2, qui, elle, correspond quand mes deux vecteurs J1 et J2 sont opposés. Eh bien, la valeur maximale ici, elle correspond tout simplement à J qui est J1 moins J2. Les autres valeurs, vous voyez, la négative, elles correspondent à l'opposé de M, c'est-à-dire à chaque valeur positive de M, vous prenez toujours, correspondent toutes les valeurs négatives. Et en résumé, je vais dire tout simplement que quand je compose deux moments cinétiques, eh bien la valeur propre associée à J carré, je vais la noter J, elle est tout simplement encadrée par J1 plus J2 du côté droit et du côté gauche par la valeur absolue de J1 moins J2. Donc là, je n'ai pas fait la démonstration exacte, j'ai simplement donné une interprétation si vous voulez, mais vous trouverez sur Internet, surtout sur le site de Grenoble, une démonstration très détaillée de ce que je viens d'annoncer. Ça veut dire finalement que, je vous rappelle qu'à chaque valeur de J, vous associez un sous-espace qui a une dimension de 2, J plus 1, et qui correspond tout simplement au fait que la valeur azimutale M est comprise toujours entre moins J et plus J. Je vous rappelle également que J peut être un entier, peut être un demi-entier, et il en est de même pour la valeur